Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui touche beaucoup d'entre vous, s'expatrier en Amérique latine, mais pas seulement en théorie, grâce à la présence de Léo aujourd'hui qui a vécu 11 ans en Amérique latine, notamment dans 3 pays, Mexique, Colombie et Venezuela, et qui a décidé, après un petit aller-retour en France de quelques années, de s'expatrier de nouveau au Panama, et il nous a demandé nos services. Donc aujourd'hui, c'est un petit interview, expérience client, et on va vous raconter plein d'anecdotes. Il va nous expliquer pourquoi et comment il a réussi à s'installer de nouveau en Amérique latine. On va partager ensemble des anecdotes, des conseils en or, donc restez avec nous jusqu'au bout. Vous verrez aussi comment notre accompagnement a pu l'aider à faire ce nouveau pas outre-Atlantique. Bon Léo, bienvenue. Merci. Bienvenue sur ce show, surtout un des premiers qu'on fait ensemble avec Expérience Client. Présente-toi rapidement s'il te plaît, qui es-tu et surtout qu'est-ce qui t'a emmené la première fois en Amérique latine? Bonjour Paul-Antoine, merci pour l'invitation. Donc comme tu l'as très bien souligné, donc je suis fils d'expatrié. J'ai vécu de mes 15 à 25 ans en Amérique latine, en Colombie, au Mexique et au Venezuela. Beaucoup d'expériences, beaucoup de voyages. Donc il y a les pays où on habite et il y a les pays après qu'on visite. J'imagine que tu as dû faire le dos quasiment. J'ai beaucoup baroudé. Et qu'on profite une fois qu'on est sur le continent, c'est l'avantage, c'est qu'il y a quand même pas mal de connexions, je rappelle, notamment sur le Panama, c'est que le Panama est un peu au centre de tout, quoi. C'est un peu le centre de l'Amérique. Combien d'années sur le Mexique? 2 ans au Mexique, 6 ans en Colombie et 3 ans au Venezuela. Et Venezuela, ça m'a. Époque Chavez, c'est ça? Époque Chavez, Donc, exactement. Bon, encore, c'était une La belle belle époque. C'était pas l'époque ni Maduro, ni ce qu'on est. Enfin, ni la fin de Chavez, quoi. Moi, je vais te poser une question. Maintenant, tu as vécu dans ces 3 pays-là. Puis c'est un retour en France. C'est un retour en France, je crois que tu m'as dit. Vers les Exactement, 25 donc ans, à 25 ans. Alors en fait, tout simplement, j'étais à l'époque persuadé que l'avenir professionnel était plus opportun en Europe, Ouais. et notamment en France, Ouais. et donc j'ai voulu y retourner pour faire des premières expériences Ouais. qui, bon, tu te doutes bien, Ouais, vont amener t'as derrière. quand même pu te professionnaliser dans le secteur. Exactement. Voilà, il y a quand même quelque chose de positif. Il y a eu de l'acquis. Bon, c'est vrai qu'on en parlera peut-être un peu tout à l'heure, mais je pense que ce qui t'a poussé un peu à venir vers nous pour s'expatrier de nouveau dans un pays que tu n'avais pas fait encore finalement. C'est aussi un peu le contexte économique et l'ambiance un peu morose qu'on arrive à voir sur l'Europe centrale et en France, toi qui est quand même particulièrement en France, quoi. J'aimerais quand même qu'on retourne un petit moment quand même, on se refasse un petit peu la période où tu es revenu en France, c'est ça, et puis il y a eu un élément déclencheur qui a fait que tu as repris une décision radicale quand même, c'est de faire une nouvelle expatriation, de repartir sur un pays en plus que tu me disais, enfin avant de te connaître du moins, tu me disais que tu connaissais pas, enfin que tu avais été plusieurs fois en vacances évidemment. Vérifier s'il te plaisait avant de pousser en fait à cette démarche d'expatriation. Qu'est-ce qui t'a poussé quand même en fait? Quel était cet élément déclencheur? Alors je vais être 100% transparent avec toi, je pense que l'élément déclencheur ça a été à la fois l'ouverture d'esprit des Européens qui au finalement est relativement faible, et la morosité dans le sens où on sent vraiment en Amérique latine quand on discute avec les gens, il y a un optimisme, une envie de faire du business qu'on ressent beaucoup moins en France. C'était comme je t'ai dit un des premiers éléments, et après la deuxième c'était vraiment on sent en Europe en ce moment il y a une diminution du pouvoir d'achat. Qui est assez nette, et donc je me disais que c'était le bon moment pour essayer de repartir en Amérique latine. J'ai eu la chance de grandir là-bas, voilà. Ouais, Donc je sais des langues. exactement. Donc je sais, on va dire les mines d'opportunités qui sont présentes. Donc ça m'a vraiment donné envie d'y retourner. Et je pense que c'est le bon. Ça fait déjà 2-3 ans que tu y pensais, hein, quand c'est qu'il nous a approché? Ouais, ça fait 1 an et demi. Un an et demi, ouais, exactement. Toi, tu me disais que ça faisait 2-3 ans déjà que tu pensais. Alors je t'avoue que le jour où l'avion a atterri, j'y ai repensé. Après je me disais qu'il fallait quand même que je fasse mon expérience tout à fait, en France, et donc assez vite, je me suis dit qu'il fallait essayer de repartir et pas trop s'enraciner en Europe. La difficulté, c'est quand même un peu de sortir de ses zones de confort. Complètement. Complètement, mais après c'est d'en parler, mais de sauter le pas. Exactement. Après, je pense que là où j'ai eu beaucoup de chance, c'est du fait que j'ai beaucoup voyagé quand j'étais jeune, ça a quand même donné une bonne capacité d'adaptation qui est quand même essentielle et importante. Et je suis conscient de la chance que j'ai eu de baigner dans ces déménagements, différentes cultures étant jeune. Donc voilà. Donc finalement, ce qui voulait aussi amener à quelque chose d'important, c'est que tu as pris une seconde décision qui était importante aussi, c'est de pas y aller tout seul. Qu'est-ce qui t'a poussé finalement aussi d'être accompagné quelque part? Alors ce qui peut sembler assez fou, c'est que donc effectivement la première fois, alors déjà j'avais pas fait grand chose moi à titre personnel, dans le sens où on était assisté par l'entreprise de mon père qui a quand même facilité les démarches. Malgré le fait de connaître les gens et de parler la langue, on s'aperçoit qu'il y a énormément de pièges à éviter qui peuvent nous faire perdre beaucoup de temps, beaucoup d'argent. Parce que tu as passé du temps, j'imagine, dans l'immigration. Hein. Complètement. Il faut, si on n'a pas la chance presque d'avoir des gens sur place qui peuvent faire la queue à notre place pour toutes les démarches administratives, on peut vraiment passer beaucoup de temps. Et en toute honnêteté, nous en tant qu'auto-entrepreneur, on n'a pas forcément le temps pour faire ça. Et c'est ce qui m'a vraiment poussé à te contacter pour nous faciliter ces démarches. Et c'est donc tu as vu aussi la différence qu'il y a cursus, process d'immigration entre chaque pays. C'est pas si similaire que ça, malgré tout. Il y a quand même pas mal de paramètres locales complètement différentes. Donc
Ok, super. Pour terminer ce sujet, j'avais une dernière question à te poser. Donc évidemment, tu as vécu plusieurs expatriations. Et la dernière, avec nous, avec notre accompagnement, est-ce que tu as des différences notables que tu aimerais évoquer aujourd'hui Alors j'ai surtout comparé à tentative de seconde expatriation. Tentative, qui s'avère assez compliquée, dans le sens où il y a beaucoup de vices cachés, on va dire. Tout n'est pas forcément très clair, on n'a pas toutes les informations, on se rend compte en fait après coup qu'il y a plein d'éléments qui nous manquent. Et donc vraiment ce que j'ai apprécié de ta proposition et donc des différents échanges qu'on a eu, c'était la transparence des coûts. Tu as été assez vite honnête sur les coûts, les délais respectés aussi, c'est assez important. Et quand on a envie de s'expatrier, je pense qu'il y a un timing qu'on souhaite respecter. Surtout qu'on met du temps à se décider, parce que c'est vrai qu'il faut sortir de sa zone de confort, prendre la décision, on va parler à quelqu'un, prendre une agence, avoir confiance et puis se lancer. Si en plus ça dure 4 ans, c'est vrai que... Et après, bon, il y a un petit plus, l'aspect immobilier, donc c'est bon, celle qui est venue, voilà, qui est venue après coup qu'on a discuté. Parce que pour l'instant, satisfait sur satisfait, complètement. Ouais, c'est combien bon, je pense qu'on va être sur du 6%, mais si je dis pas de bêtises, ça fait une vidéo sur ta chaîne qui parle de ça. Merci, ouais, tout à fait, sur les impôts immobiliers justement. On était monté une SCA. SCA, vous montez en général pour faire pendant que vous faites votre demande de visa, vous montez une société en fait avec qui va vous aider à avoir une carte d'emploi et valider votre visa, enfin votre résidence au Panama. Donc en fait, c'est un package entier qui est conseillé. Donc l'avantage, c'est qu'on a profité de SCA pour sortir. D'abord, c'était surtout l'envie de sortir de la capitale de France. C'est bon qu'on va pas faire une vidéo entière sur les banques françaises, ça serait beaucoup trop long parce qu'il y aurait de quoi dire. Et puis évidemment, à investir sur de la pierre, pas de la pierre française, mais de la pierre latine et de la pierre panaméenne. Bel immeuble d'ailleurs. Bel immeuble, ouais, assez joli. Complètement. Bon, franchement, on est content. Ouais, très content. Et puis merci pour cette demande aussi. Non, avec plaisir. Et vraiment, je ne peux que recommander le service de Paul-Antoine. Ok. Thème important que je voulais aborder, culture et les différences entre les pays. Colombie, Mexique, Venezuela, maintenant le Panama, de plus en plus, via ton visa. Franchement, le plus facile, le plus compliqué, alors anecdote. Le plus facile, je dirais que c'est le Mexique. Donc pour te resituer un peu le déplacement, donc d'abord 2 années en Colombie, ensuite 2 années au Mexique, ensuite 4 années en Colombie, ensuite 3 années au Venezuela. Mexique, c'était assez fluide. Je pense qu'il y a un gros côté présence américaine. Donc, ça me semblait assez fluide. Et bizarrement, la plus compliquée, ça n'a pas été la première, donc l'arrivée en Colombie, mais plutôt l'arrivée au Venezuela. Je vais t'expliquer pourquoi. À peine sorti de l'avion, il y a un van qui vient nous récupérer, qui nous amène directement dans une pièce où il y a une personne qui nous explique: les gars, ici vous êtes au Venezuela. Première chose qu'il faut faire, c'est ne jamais prendre 2 fois le même chemin à pied à la même heure, parce que vous êtes des dollars sur pattes. Et les Vénézuéliens peuvent des fois avoir besoin d'argent. Le blanc qui arrive de l'argent. Voilà, exactement. Et donc il y a vraiment des grands risques de kidnapping. Tu me racontais aussi l'histoire du numéro, tu avais le numéro d'urgence en permanence. Exactement, ils nous demandaient d'enregistrer le raccourci d'appel et ils nous expliquaient qu'ils avaient des patrouilles qui circulaient en Italie. En 5 minutes, ils pouvaient être là. Donc il fallait réussir quand même à gagner 5 minutes. Voilà, à peine arrivé, sorti de l'avion, première chose. Première discussion. Mise au point. Et c'était les meilleures années, c'était les années de Chavez, enfin les meilleures années, c'était encore les bonnes années. Et on va dire que le pays était tenu. Ok. Il y avait l'histoire aussi c'est vrai que tu disais pendant des années, tu regardais dans les rétros, même en France, quand tu. Exactement, et après en fait c'est un réflexe. Ça, c'est du Venezuela ou du Mexique? Vraiment Venezuela. C'est important parce qu'aujourd'hui on parle beaucoup du Venezuela comme pays, avec potentiel l'attraction d'investissement qui devient un peu plus importante parce qu'on considère que ça va pumper les prochaines années, parce qu'il y a une emprise quand même américaine de plus importante, Malais, Maduro, est-ce qu'on peut vous vendre sur les journaux, mais ça reste un pays quand même qui est vachement dangereux, sécurité zéro. On va dire que la valeur de la vie ne représente pas grand chose aux yeux d'un Vénézuélien, ils ont vraiment tendance à sortir calibre pour des écouteurs dans la rue, donc ça peut surprendre. Colombie, si tu peux raconter quelque chose de Colombie, c'est vrai qu'il y en a beaucoup d'entre nous s'expatrient au Colombie aussi, très joli pays, très joli pays, Bogota exceptionnel qui se développe beaucoup d'un point de vue tourisme, puisqu'il a l'air d'être quand même de plus en plus sûr. Enfin, moi en tout cas j'ai de plus en plus de personnes dans mon entourage qui partent voyager là-bas, profiter, qui partent 2 semaines seuls, sans organisme, et qui vraiment reviennent sans avoir eu aucun problème, donc ça a le mérite d'être souligné. Par rapport à la zone, ça a le mérite d'être souligné. Donc un pays effectivement qui a l'air de plutôt bien se développer. Je pense quand même le pays que j'ai préféré malgré tout, c'est le Venezuela. Je pense à la mixité culturelle et l'accueil quand même, les gens. L'accueil, les gens qui n'ont pas forcément grand chose et qui partagent. Ça on ressent quand même dans beaucoup de pays américains, mais encore plus de manière plus accentuée au Venezuela. En tout cas, je l'avais ressenti comme ça. Et en Colombie, tu es resté combien 4 ans en Colombie? 6 ans. 6 ans, pardon. 2 ans et 4 ans par la suite. Et voilà, tout à fait, tu as fait un retour. C'était à Bogota, non? À Bogota. En fait, à chaque fois, on habitait dans les capitales. Donc Colombie, Bogota, Mexico et Caracas, exactement au Venezuela. Encore une fois, on a beaucoup voyagé, on a beaucoup bougé. Dès qu'on avait des vacances scolaires, on en profitait pour aller. T'as pas senti de discrimination Non, pour le coup, en Amérique latine, ce qui est assez surprenant, c'est que dès qu'on arrivait dans une nouvelle école, on était presque l'attraction. Il y avait les latinos qui voulaient nous rencontrer, nous faire visiter leur maison, nous présenter à leur famille, donc c'était vraiment plutôt un accueil chaleureux. Exactement. Le retour en France, après 11 ans en Amérique latine, ça fait peut-être partie d'ailleurs des choses qui m'ont fait
qui m'ont donné envie, de repartir. Là derrière, on est vraiment un parmi tant et les gens s'intéressent beaucoup moins à nous. Le lien humain est beaucoup moins. Complètement parti. J'ai vécu un peu moi à l'université, c'est quand j'étais un peu au Luxembourg, après j'étais revenu au Panama, université publique. C'est la première fois qu'il venait quelqu'un d'Europe. C'était assez rigolo. C'était sympa. Donc tu me disais Mexique, Colombie, Venezuela, et maintenant le Panama. Et maintenant le Panama. Qu'est-ce que t'en penses toi? Comment tu le. Alors ça fait quoi? T'as fait 6-7 allers-retours depuis. Comment tu l'as senti un peu Panama? Je dirais que la population du Panama est un peu différente, hein. C'est très cosmopolite. Très cosmopolite. C'est un pays, alors on sent quand même qu'il y a une grande immigration, justement il y a une grosse communauté colombienne, une grosse communauté vénézuélienne, on sent qu'il y a beaucoup de latinos qui veulent profiter d'avoir un salaire en dollars panamien qui est en fait le dollar américain et qui leur permet d'avoir un pouvoir d'achat et de pouvoir donner de l'argent à leur famille qui reste dans les pays. Et donc ça on sent qu'il y a quand même une grande venue ou immigration de ces pays-là qui n'est pas forcément très appréciée d'ailleurs par les Panaméens. C'est normal, après c'est une classe sociale qui travaille. Bon, voilà. Alors moi il y a juste un point effectivement des fois qui est un peu, et je pense que vous l'entendez à ma voix, c'est le climat, c'est qu'on change assez vite de chaud-froid et on a tendance à pouvoir s'enrhumer. Avec les 40 degrés qu'il fait dehors. Mais c'est vrai qu'il y a aussi une immigration qui est, on disait cosmopolite, mais une immigration étrangère, américaine, européenne, de classe aisée. Je crois que les banques ont beaucoup de fonds propres à transférer les capitaux sous le Panama et c'est des gens qui investissent aussi beaucoup. On a déjà parlé sur l'immobilier. Donc finalement, pour l'instant, une intégration assez bien faite sur le Panama. Bon, enfin, on a des copains et tout comme ça, mais beaucoup de latinos aussi. Un réseau étoffé de latinos parce que c'est important. Ok, toi qui aimes le sport, en plus sur le Panama, ça pratique pas mal. Ça pratique pas mal de sport. Ça aide aussi, hein. On va dire qu'en Amérique latine, et au-delà de ça, le foot, c'est vraiment un vecteur de popularité. On arrive vraiment à rencontrer beaucoup de monde. Donc, mais le sport en général est vécu. Ça fait. Il y avait les Copa d'Oro au Panama. Exactement. Des qualifications à l'Euro mondial. Bref, on fait une petite aparté sur le foot. Ok, super. Merci, Franck. Top. Top pour ces petites anecdotes, ces petits comparatifs. Moment de galère et piège à éviter en Amérique latine. On va rentrer dans les moments les plus obscurs. La plus grosse galère, enfin une des plus grosses galères pour toi en Amérique latine. Donc la galère c'était quand on était au Venezuela, on devait refaire la cédula. Le fameux Venezuela. Le fameux Venezuela, je pense que on devait donc refaire notre cédula. On a mis, je pense, 8 heures à attendre, assis sur un banc, pour pouvoir passer, se faire prendre en photo et recevoir le papier. 8 heures. Chaque fois qu'on leur demandait à peu près combien de temps. Un mec, tu pouvais payer. Mais justement, peut-être qu'on n'y avait pas pensé. Non, mais après, c'est pas facile. Exactement. La bonne personne. Et pour le coup, moi je me souviens au Panama, je t'avais posé la question, mais écoute, t'as pas quelqu'un qui pourrait me faire la queue, qui pourrait faire la queue, parce que là j'ai pas le temps de. Parce que toi, dans le corps, on n'a pas trop souffert sur Panama, parce qu'il y a eu une actualisation il y a quelques mois, je sais pas, c'est peut-être un an. Disons, pardon, vachement fluidifié voilà, tout le service de migration, de process. À l'époque, même moi, personnellement, j'avais 10 heures, même sur le Panama, à attendre, mais il y avait des personnes qui faisaient 2-3 trucs pour moi, mais c'était assez compliqué. C'est vrai que maintenant, ça c'est plutôt pas mal, mais ouais, je te comprends. Ça, c'est vraiment, quand on y va un peu comme ça, sans accompagnement, c'est vrai. Ça, c'est perdu. Et au-delà de ça, c'est qu'on n'a pas de visibilité. C'est tout juste, ça peut durer 5 minutes, comme ça peut durer 8 heures. Et puis il y a aussi le côté, on a tendance à se faire rapprocher, si je me trompe, on se fait rapprocher rapidement, donc on repart encore sur l'explication, on arrive, on est blanc, on a de l'argent, en plus on sait très bien combien investir, enfin bref, donc on a plein de réseaux qui arrivent à capter un peu notre arrivée, qui s'intéressent à nous. C'est vrai, qui s'intéressent à nous. On a plein de nouveaux amis tout d'un coup. Avec qui on va faire fortune. Avec qui on va faire fortune rapidement dans les nouveaux pays, les nouveaux Eldorado là. Mieux qu'en Afrique, finalement, si on plonge dedans, on perd tout, pour la plupart du temps. Donc ça peut résister aussi un peu à la tentation, cette pression externe qu'ils essaient de nous mettre, ou alors même aller, sans aller dans l'investissement, mais aller, disons, faire son visa, et il y a la personne qui va dire que ça va se faire 15 fois plus rapidement, parce que moi j'ai un réseau, alors c'est impossible, quand on fait les choses bien et en ordre, avec des gens sérieux, des Panaméens pardon, certifiés, voilà. Ça prend le temps qu'il faut, c'est pas plus long, mais c'est pas plus rapide, il faut quand même faire attention à tout ça. Bon, et la plus grosse galère, hormis la tourista. Ça on y passe tous. Ça on y passe tous. Ça, l'eau, quand on se brosse les dents, généralement, on l'a. Donc vraiment, si je devais dire la plus grosse galère, je pense que j'aurais encore une fois du Venezuela. Et donc en fait, nous à l'époque de Chavez, il y avait un bon début même de pénurie. Et à l'époque, pour faire les courses et pour vraiment remplir un frigo, il fallait qu'on fasse 5 ou 6 centres commerciaux différents pour pouvoir réussir à faire des courses dignes de ce nom. Et au-delà de ça, il y avait effectivement un rationnement. Et chaque Vénézuélien, en fait, avec son empreinte digitale, pouvait par semaine prendre uniquement 2 briques de lait, 2 paquets de riz. Et tout était rationné pour permettre d'essayer de nourrir l'entièreté de la population. Bien entendu, ça c'était les habitants classiques du Venezuela. Ensuite, tu avais toutes les personnes qui étaient sous Chavez. Voilà, eux bien entendu, ils n'ont plus de rien. Ceux qui font partie du parti, il y a un traitement spécifique pour les étrangers, pour les expats ou pas du tout? Non, plus du tout. On faisait la queue avec tout le monde. Encore une fois, des pays un peu spécifiques. Passer par des étapes un peu critiques. C'est moi que t'es un peu cru à Cuba là pendant un certain moment. Pas loin. Avec
tu te stresses un peu, ça va pas être facile. Donc là, c'était la plus grosse galère, quoi. Je dirais que c'est la plus grosse galère. Ouais. Bon, après, normalement, c'est pas censé la réussir. Hein, sur un besoin alimentaire. Ouais. On va continuer par des petites anecdotes quand même, parce qu'on vous l'a promis, mine de rien, parce qu'à nous deux, ça fait 11 ans, moi j'ai fait quasiment 10 ans en Amérique latine, enfin j'attaque ma 10e année. Il y a des choses à raconter, parce qu'on a vécu aussi en commun, mine de rien, parce qu'on s'est vu plusieurs fois sur Panama, notamment pour ton expat. Et puis il y a quand même des choses qui se paraissent et tout, donc ça peut être sympa. Donc le but c'était de vous partager un peu tout ça. Anecdote, tu me parlais aussi, toi t'as vécu en Colombie, t'as quand même vécu dans des pays qui n'étaient pas forcément hyper sécures à l'époque du moins. De toute façon, il y a région et région. Une mine de rien, t'étais dans les alentours de Bogota, par exemple, donc t'as vécu comme un cambriolage. Ouais, exactement, un cambriolage. Donc c'est quelqu'un qui apparemment venait pour remplacer l'ordinateur. Enfin bref, en fait là où la personne avait vachement bien joué son coup, et c'est ce qui est assez impressionnant, c'est que c'était un jour où ma mère n'était pas là, mon père donc était au travail, ma mère n'était pas là, il n'y avait que ma grande sœur. Et je sais bien, en Amérique latine, les expatriés ont souvent tendance à avoir des chauffeurs et des femmes de ménage, on va dire, qui sont là. Donc le cambrioleur avait dit son coup, connaissait le nom de mon père, appelle l'interphone, tombe sur la femme de ménage, il dit il y a monsieur Guillaume qui me demande de venir changer ou réparer le poste ordinateur. Donc jusqu'à là très compliqué pour la femme de ménage de dire que c'est un traquenard qui ouvre la porte. La personne rentre et au final on bien préparé. Exactement. Et le gars en plus au-delà de ça s'est dirigé exactement, parce que c'était un appartement qui était assez grand, s'est dirigé exactement au bon endroit là où était l'ordinateur, ce qui fait que la femme de ménage eut confiance et est repartie à ses activités. Et c'était, je te permets de couper, c'est une résidence en plus surveillée. Bien sûr. Il y a quand même beaucoup d'expats, donc c'est vrai que la probabilité de s'offrir ce genre d'expérience elle est plutôt faible par rapport à notre quartier, quoi. Complètement. Et donc après bien entendu, finalement il a... Et surtout les policiers qui n'ont pas fait grand chose finalement. Ouais, après c'est pas... Tu demandes presque si c'est pas eux qui l'ont envoyé, quoi. C'est pas sûr. On va pas juger sur cette affaire, mais on n'a pas toutes les infos, mais à mon avis c'est pas sûr. Et tu te rappelles aussi sur le Panama quand on mangeait dans une fonda, parce qu'on aime bien aussi faire un truc un peu typique, quand il y avait en fait la police, d'ailleurs c'est paramilitaire, qui ont quand même énormément de pouvoir par rapport à chez nous, c'est vrai qu'on a plus vraiment l'habitude, et on passe la télé, c'est vrai qu'au Panama il y a très peu de vols à l'étalage, ou de vols même de vols à l'arraché, et il y avait un homme qui avait volé à l'arraché, donc qui a fait un vol à l'arraché d'un sac à main d'une femme dans la rue, et ça passait, quand on regardait la télé, ça passait donc à la fonda. Et en fait, donc, du coup, malchance, il y avait un policier qui était pas loin. C'était un militaire qui était un peu à l'américaine, parce que tu te souviens un peu, le mec qui se portait bien. Après, qu'il mangeait un donut, c'était pareil, c'était un peu typique. Et il lui fait un croche-patte, donc ça y est. Donc nous on mangeait, on voyait ça à la télé. Et donc il y a le voleur qui s'étale par terre, et je me rappelle comme c'était hier. Et là on voit donc bon, le mec se ratatine, et des flics qui sort le taser, et qui commence à lui mettre un coup de taser. Donc le mec qui s'agite dans tous les sens commence à se griller. Et là on se dit bon, ça y est, il a réglé ses comptes. Et là ce qui était rigolo, c'est qu'il commence à tourner un peu, il tourne un peu la tête à droite et à gauche, voir si personne ne regardait. Alors c'était filmé, alors je sais pas comment, je me rappelle plus, c'était un piéton, il y avait une caméra de banque, enfin bref. Il commence à lui remettre des coups de taser, le mec il se grille par terre, et il a fait 3 fois d'affilée, et en plus les gens ils adoraient quand on était à la fonda, ils rigolaient, ils applaudissaient et tout. C'est génial, c'est genre d'expérience qu'on voit plus en France, donc vous voyez la liberté d'action que ont les forces de l'ordre sur le Panama. Bon, ça c'était pour l'anecdote un peu plus rigolote. Et tant qu'on est aussi sur les anecdotes, il y a quand même les taxis, je pense qu'on peut en parler, c'est quand même assez génial. C'est quand on demande à un taxi dans la rue au Panama, est-ce que voilà, je vais à tel endroit, il te répond moi non. Heureusement non, il y a Uber. Le mec il bosse pour ça, c'est son boulot. Ouais, heureusement on a Uber, ça nous sauve, mais putain, enfin moi je l'ai connu, je te disais, moi je l'ai connu à l'époque, c'était infernal. Tu allais, je sais pas, t'allais sur la tombe à moi, le mec il allait sur la Balboa ou Casco, tu lui dis bah vas-y emmène-moi, le mec il a pas de client, tu lui donnes 3-4 balles, c'est le prix, enfin c'était pas rien quoi, prix du marché, même tu grossis un peu le prix. Ah non, moi j'ai par là, j'ai la flemme, c'est ton taf quoi. C'est vrai que c'est atypique, c'est atypique, c'était même galère, mais en Uber ça nous a vraiment sauvé. Ouais, donc ça c'est marrant. Bon Léo, et ensemble aussi, conseil d'expat, on vous l'a promis, quelques conseils hyper importants que tu aimerais donner à toute notre communauté. Alors hyper important, c'est bien comprendre que c'est un endroit où on va vivre, vérifier je dirais avant. Donc choisir un pays exactement et que ça corresponde bien à nos attentes, à ce qu'on attend pour nous, pour notre famille, ça dépend à quel stade de la vie on est aussi. Je pense qu'un des points les plus importants c'est quand même vérifier l'accessibilité à la médecine et la qualité de la médecine. Qualité. Même si c'est des cliniques privées, au final si on a une bonne assurance privée, qui coûte d'ailleurs moins cher que c'est le public en France. Avec un meilleur service. Vérifier aussi bien entendu la stabilité de la monnaie, ça va être important, la facilité d'entreprendre, les démarches administratives, même si encore une fois on peut passer par... Fiscalité aussi, mais c'est vrai que c'est important, surtout que si on a des revenus qui viennent de l'étranger ou si on crée un business en ligne, il faut regarder un peu,
a des copains comme Colombie où c'est un peu compliqué, alors que le Panama c'est à 0 en termes d'imposition sur le revenu étranger, donc c'est vrai que ça fait partie des paramètres qui sont importants, surtout si on se projette à long terme. Les écoles aussi, l'université. Exactement, les écoles, l'université, la famille, voilà. Donc en fonction de vraiment la phase de la vie dans laquelle on est, je pense que l'approche sera différente. Je te coupe encore une dernière fois, mais ça paraît anodin, mais on a quand même pas mal d'appels et les gens hésitent entre certains pays. Je pense que même avant de nous appeler, avant d'autres agences d'expatriation, je pense que c'est important d'aller soi-même déjà aller faire ces petites recherches sur ces paramètres-là, qui sont plutôt. Je dirais même que si on a l'opportunité, c'est d'aller y faire un premier voyage pour se rendre compte et s'imprégner un peu de l'endroit. 2-3 semaines, je pense. Au minimum 2 semaines. Premier voyage où tu t'es décidé, bon, c'est le pays. Voilà. Combien de temps t'étais resté? Plus de 2 semaines. Ouais, j'avais fait un mois. J'avais pu passer un mois. Parce qu'encore une fois, en fait, il y a aussi un point qui est important, c'est que quand on va faire du tourisme dans un pays et qu'on y habite, c'est 2 pays qui sont complètement différents. Et donc si on reste qu'une semaine ou 2 semaines, on peut être un peu, on peut avoir tendance à voir uniquement le bon côté, pas être resté assez longtemps pour voir les côtés un peu. Et le petit conseil, c'est peut-être maintenant, c'est facile avec Airbnb, faire sa cuisine, aller faire les courses, parce que si on reste à l'hôtel, on a un petit déjeuner qu'on peut faire dans un mois, finalement on se rend pas compte, pardon, déjà le coût de la vie de tous les jours, de comment, les petites habitudes, c'est est-ce que ça va nous plaire en fait finalement, cette routine, cette nouvelle routine qu'on a envie d'avoir. C'est vrai que c'est peut-être l'erreur à faire aussi des fois. Il y a des gens, ils font 2 semaines d'hôtel, ils arrivent, je vais expatrier. Attention, faut faut quand même avoir une bonne expérience pour être sûr de ce qu'on veut. Ouais, complètement. Donc si on a l'opportunité, la chance de faire ça, et après je te fais un peu de pub, mais je le fais aussi pour ça. Si on a la chance de pouvoir passer par un organisme, ça peut aussi faciliter. Moi ou d'autres personnes, évidemment. Ça c'est sûr. C'est même pour la location d'appartements et compagnie. Ça c'est sûr. Enfin au moins pour éviter les pièges. C'est vrai que quelque part, je sais pas si on en a déjà parlé, mais une démarche d'expatriation, à moins que vous ayez un événement qui fasse que vous êtes au pied du mur, on ne le souhaite pas, mais c'est vrai que ça prend quand même quelques années entre la décision, le moment sortir de la zone de confort, trouver les personnes, faire les démarches. Des fois ça peut durer. Toi t'as déjà mis 3 ans finalement. En fait t'as mis 1 an et demi, puis 1 an et demi t'es décidé, puis après le temps d'armer le truc, puis vraiment sur le bouton. C'est un choix, encore une fois, alors moi pour le coup c'est un choix de vie, donc on n'a pas envie de se rater, donc c'est des réflexions qui prennent du temps et effectivement donc encore une fois il faut prendre le temps, pouvoir y aller. Et aussi je pense que toi on en reparlait un petit peu du football, toi qui es un passionné de football, mais participer à des associations locales, sportives aussi, ça aide énormément à s'intégrer. À rencontrer des bonnes personnes, des locaux aussi, et de ne pas directement partir dans la sphère, parce que quand on est expatrié, on peut assez vite s'entourer uniquement d'expatriés, et ça peut aussi être, non, c'est pas l'idéal, et vraiment la qualité perçue du pays peut être biaisée, alors qu'on a la chance d'être avec des locaux qui vont nous montrer le pays selon eux et selon leurs valeurs et leur culture. L'expérience est encore plus enrichissante. Ça c'est certain, Ok. Merci encore. On plaisir. a terminé pour aujourd'hui. J'espère que tu viendras à nouveau nous rendre visite. Quand tu veux. Et moi, de toute façon, tu vas venir de plus en plus au Panama, donc tu es bienvenu. Et puis, bon, du coup, content aussi d'apprendre que cet accompagnement t'a plu. Écoutez, dites-nous en commentaire si, avec toutes ces anecdotes, ces petits conseils, il y a des pays qui vous attirent un peu plus que d'autres. N'hésitez pas aussi à booker, en anglais, à bloquer un appel. Je vous ai mis mon lien Calendly sur la description. Et puis, avec grand plaisir, on vous offre 15 ou 20 minutes pour parler de votre projet et voir si on peut aussi vous aiguiller à vous décider du moins sur un des pays. Et puis, je vous souhaite une bonne fin de vidéo et puis à bientôt pour d'autres expériences, d'autres anecdotes et d'autres clients qu'on invitera aussi.